On prend plusieurs questions. Hein. Traditionnellement, on regroupe 2-3 questions, puis après, on donne la parole à notre invité. Oui, bonjour. Je voulais savoir s'il y avait une corrélation entre le fait de passer dans une émission de divertissement politique, comme vous l'avez dit, si pour eux c'est assuré d'avoir dans les semaines ou dans les mois qui viennent une cote de popularité plus élevée. Est-ce que c'est un passage obligé? Vous avez dit que vous avez prévu ça en com, on va passer dans le grand journal ou chez Ruquier. Est-ce que vraiment il y a des études qui prouvent passer dans ces émissions, ça vous rend populaire, ça vous rend rigolo, chanter une chanson? Est-ce qu'eux le perçoivent comme ça? Est-ce qu'ils voient que le public trouve ça peut-être un peu ridicule? Et surtout, est-ce que ça leur fait gagner des points de popularité? Je peux prendre ça. Parce que comme vous l'avez dit, quand on regarde ce genre d'émission, on trouve que c'est trop concis par les 2 minutes entre 2 bêtises de Ruquier, par exemple. Vous l'avez dit, ça a le mérite de la concision, mais on ne rentre pas dans le fond du sujet, je trouve. Voilà. Il y avait une autre question sur la gauche. Oui, je voulais juste, j'avais une question par rapport aux émissions comme le Petit Journal. Et donc, je voulais savoir un peu quel était leur rôle dans l'image politique. Voilà. Oui, j'avais pensé à une question un peu provoque qui prolonge la première question posée tout à l'heure. Il y a une petite anecdote que j'ai trouvée très amusante dans votre livre, que je ne savais pas. Lorsque Jacques Seguela, parlant de la défaite de Jospin en 2002, défaite catastrophique évidemment, a prétendu que si Jospin avait passé à... Chez Drucker. Chez Drucker. Si Jospin avait passé chez Drucker, il n'aurait pas perdu les élections. Donc c'est une manière aussi de souligner la première question. Plus généralement, moi, j'ai trouvé votre livre fascinant, parce qu'on apprend beaucoup de choses. Effectivement, c'est une sociologie de la télévision, mais je suis un peu resté sur ma faim. Le sous-titre « Ce que la télévision fait à la représentation », je ne sais pas si c'est une question à laquelle on peut répondre, mais en tout cas, moi je n'avais pas l'impression d'avoir la réponse. Vous venez de dire que la télévision digère la politique. Je pense que dans le livre, il y a une notion, je dirais, un peu circonscrite et peut-être un peu française de ce que c'est la politique. C'est-à-dire, c'est des hommes et des femmes politiques qui parlent, en général dans le cadre de la représentation, donc des élections, ce qui est peut-être aussi un concept un peu limité. Je me demande si on ne pourrait pas dire aussi que la politique au sens large digère la télévision. Donc c'est juste une idée. Mais je suis un peu resté sur ma part en général. Tu veux répondre déjà à cette question? Oui, je peux. On répond déjà à ça. Bon, alors je réponds donc dans l'ordre, en fait. Bon, évidemment, c'est assez naïf de pouvoir croire, enfin, je ne parle pas de vous, je parle des politiques, que la cote de popularité, bon, d'abord, déjà, il faut croire en la cote de popularité, à l'importance de la cote de popularité, mais ça, de toute façon, ils y croient. Mais croire qu'un passage télévisé va améliorer la cote de popularité. C'est pas tellement ça le problème, ça peut être ça, mais c'est souvent la notoriété. Ce qui veut dire que, bien évidemment, les enjeux ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Quand je disais tout à l'heure que pour un ministre, par exemple, lancer une ligne d'action, un texte, une réforme, bon, qui nécessite d'être médiatisé, vendre, entre guillemets, une réforme, aujourd'hui, c'est nécessairement passer par une case émission, d'ailleurs, je n'ai même pas prononcé le mot du terme que l'on proposait, c'est d'ailleurs amusant, conversationnel, parce que justement on est tellement gêné par divertissement, conversationnel au sens, ce n'est pas une interview classique, c'est une conversation. Voilà, le format de ce type en réalité d'interrogation, c'est plus le mode de la conversation, faussement de la conversation ordinaire que de l'interview classique. Bon, on ne peut pas ne pas indiquer une émission conversationnelle dans son programme de médiatisation, ce qui montre bien que ces émissions-là
ont fait leur trou, se sont imposées comme telles. Elles sont capitales pour ceux qui veulent, qui tentent d'émerger et de se faire un nom dans l'espace politique. On a plein d'exemples, on pourrait prendre Manuel Valls, on pourrait prendre Jean-Luc Mélenchon, qui d'ailleurs théorise ça très très bien. Mélenchon a des interviews, etc., où il explique tout à fait en quoi ces émissions sont formidables, pourquoi elles lui permettent de parler, etc. Il en fait la célébration de manière générale. Pour certains politiques, ce sont des éléments très importants, puisqu'ils ont accès là, et parfois assez longtemps, à des prises de parole qui n'ont pas d'équivalent ailleurs. Et enfin j'ai, puisque c'est moi qui l'ai fait, interviewé Nicolas Dupont-Aignan, par exemple, qui m'a très très bien raconté comment, à la suite d'un passage chez Ruquier, il avait reçu, ce qui pour lui est beaucoup, une centaine d'adhésions, et un certain nombre de chèques, liés en fait à ce passage. C'est-à-dire que, bien évidemment, il avait fait 1 heure de passage dans une émission qui fait pas mal d'audience, ce qui est inespéré pour lui, qui n'a jamais ce type de médiatisation. Donc pour ce type de professionnel de la politique, c'est indispensable, ce type de tribune. Et au passage d'ailleurs, ces émissions insistent beaucoup là-dessus, sur le fait qu'elles donnent la parole à des acteurs politiques qui souvent ne sont pas présents dans des émissions politiques, en tout cas pas souvent présents dans des émissions politiques de plus grande importance. Voilà, donc évidemment, cette logique de division du travail, ils s'en servent pour se légitimer, c'est très clair. Bon. Donc voilà, donc, pas forcément de code de popularité, mais de notoriété, de visibilité, c'est évident. Bon, le petit journal. Le petit journal, c'est compliqué, enfin, on n'a pas vraiment beaucoup travaillé sur le petit journal, évidemment je le vois, le petit journal, mais bon, voilà, donc autrement dit, je n'ai pas forcément grand-chose à dire là-dessus, si ce n'est que c'est évidemment un journal, une émission qui cible, on va dire, le public jeune et même très jeune. Ça se voit de façon absolument évidente. Et donc, il s'agit de leur parler de la politique de manière, avec beaucoup de connivence. La politique, c'est quand même quelque chose de pas très sérieux, où on se moque de nous. Donc, autrement dit, on est là dans une sorte d'air du temps distancié à l'égard de la politique, qui en fait est tout à fait banal et tout à fait conforme finalement à ce que pensent la plupart, y compris des journalistes politiques ayant traité de la politique, etc. Il faut pas trop, c'est un théâtre de marionnettes, quoi. Voilà, c'est pas très sérieux. Bon. Et en dehors de cela, le petit journal, et moi ce serait la principale critique, enfin si j'avais une critique à lui faire, parce que bon, c'est pas très important, mais est tout à fait en fait dedans. Évidemment, je pense que quelqu'un comme Yann Barthès se pense tout à fait hors du jeu et donner des leçons au jeu, etc. Mais il suffit d'ailleurs de le voir interviewer. Hein. Moi, je veux bien qu'on donne des leçons, mais quand on voit interviewer Bernadette Chirac par Yann Barthès, on ne se dit pas qu'elle risque grand-chose. Hein. Donc autrement dit, on voit bien que là aussi, sous le couvert de l'ironie et du deuxième degré, on est dans l'entretien le plus plat possible. Hein. Et en dehors de ça, la politique se réduit très largement au petit journal à des coups de com' démontés. En fait, la politique, c'est de la com'. Et c'est une vision finalement très médiatique de la politique que de réduire la politique à la communication. Bien évidemment, enfin moi, je m'intéresse beaucoup à la communication politique, donc je ne vais pas dire que ça n'a aucune importance. Mais l'activité politique ne se réduit évidemment pas à la communication. Le temps passé aux médias, à la communication, à la médiatisation est certainement plus important, mais les politiques ne font pas que ça. Et donc évidemment, ce côté de total fantasme de la caméra qu'ils prêtent aux politiques, c'est quand même quelque chose qui, je pense, ils devraient de temps en temps retourner la caméra vers eux, quoi. C'est quelque chose quand même qui traduit, je pense, même pas un inconscient, tellement c'est conscient, tellement ça se voit, quoi. Bon. Dernière chose pour Séguéla, et alors non seulement Séguéla a dit cela, mais beaucoup de politiques dans l'entourage de Jospin l'ont pensé. C'est-à-dire que quand on prend l'écart qui sépare Le Pen de Jospin, Drucker avait proposé à Jospin une sorte de tapis rouge, c'était 3 semaines, 1 mois avant le premier tour, de passer l'après-midi du dimanche à montrer à quel point il était sympathique et proche des gens. Et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, encore une fois, c'est facile de faire des pronostics alors que je ne peux pas en apporter la preuve, mais je pense que quelqu'un qui occuperait une position équivalente à celle de Jospin ne refuserait évidemment pas l'invitation de Drucker. On voit ce qui s'est passé en 10 ans, si vous voulez. Aujourd'hui, ça paraîtrait tellement incongru que ce serait impensable.
Jospin a beaucoup hésité, et manifestement, enfin en tout cas c'est l'histoire comme elle nous a raconté, et a fini par décrocher son téléphone, à dire qu'il ne venait pas, après avoir dit qu'il venait. Bon, voilà. Donc bien évidemment, je ne vais pas vous refaire l'élection de 2002 et savoir ce qui serait passé, personne ne peut le savoir. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est pas ça, ce qui est intéressant, c'est la croyance. Et la croyance partagée a été que Jospin avait commis une faute énorme, et on va dire médiatique et politique, voilà. Bon, voilà. Pour le reste, je suis assez d'accord avec vous. Hein. Attention, on ne fait pas un traité de philosophie politique. Hein. La question de la politique, on l'appréhende à travers la télévision, c'est-à-dire à travers la représentation qu'en donne la télévision. C'est-à-dire que si on veut jouer sur le terme de représentation, il y a représentation au sens de mise en scène, c'est-à-dire que une bonne partie quand même des citoyens appréhendent la politique, en tout cas nationale, principalement à travers la télévision, et donc là, ce type de mise en scène est une manière de décrire et de rendre compte de l'activité politique. Et la représentation de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des professionnels de la politique, c'est aussi de cette manière-là qu'ils présentent leur activité, qu'ils présentent leur métier. Et on voit bien qu'aujourd'hui, présenter son métier, son activité, c'est pas simplement présenter son programme, c'est se présenter soi-même. Ce qui veut dire que, quelqu'un dont j'aime beaucoup les travaux, donc je vais le citer, Christian Lebarthe, pour moi, a écrit un très très bon livre qui s'appelle « L'ego politique », l'ego EGO. Hein. Donc voilà, je trouve que ça résume assez bien à quel point, notamment en travaillant sur les livres politiques, il a travaillé sur les livres écrits en tout cas signés par les politiques, et il montre bien à quel point on est dans une logique en fait de narration, quasiment de fictionnalisation de son propre parcours, quoi. Voilà. Autre question. J'ai deux questions. Une première chose un peu anecdotique, mais j'aurais voulu savoir si vous avez regardé ce qui était advenu des émissions politiques classiques. Est-ce que ce dont vous parlez, ça vient en plus ou à la place? Et puis pour revenir à la réponse que vous avez faite à la première question, vous expliquez que ces émissions conversationnelles sont indispensables pour ce qu'on pourrait appeler les outsiders. Et vous prenez l'exemple de Dupont-Aignan chez Ruquier, mais vous avez dit vous-même que Ruquier c'était un cas un peu à part parce que l'impératif de la confusion est un peu moins fort. Et du coup, je pensais à un truc qui est commun, qui a été dit par Chomsky, je crois, peut-être aussi par Bourdieu. Le truc diabolique de la confusion, c'est que ça impose de dire des choses qui sont faciles à recevoir et qui ont déjà été dites. Et du coup, est-ce que cet impératif de la confusion qui est partout ailleurs que chez Ruquier, finalement, il ne désavantage pas les gens qui veulent dire des trucs nouveaux? Je ne sais pas si vous avez eu des... Par exemple, de Dupont-Aignan au Grand Journal, je ne suis pas sûr qu'il a des avis. Merci. J'attends. Moi, j'ai peut-être... Sinon, j'aurais une question. Oui, une autre question. Je me demandais, dans votre discours, jusqu'où peut aller un politique dans ce genre d'émission pour paraître cool, pour paraître humain, pour paraître accessible, citoyen lambda. Est-ce qu'on peut imaginer un jour de voir un invité politique dans Danse avec les stars, dans ce genre d'émission-là, pour vraiment paraître près du peuple, voilà. Alors, je réponds. Les émissions politiques classiques, alors on les a regardées, on ne les a pas analysées, on va dire, avec autant d'attention, hein, donc je ne veux pas tirer des conclusions hâtives. Ceci dit, les émissions politiques classiques sont de plus en plus marquées par une logique qui n'est pas la même, puisqu'elles ne passent pas dans les mêmes cases horaires, elles n'ont pas les mêmes contraintes, etc. Mais en tout cas, par la logique d'audience et par la volonté d'éviter les tunnels, ce qui veut dire qu'elles sont aussi fortement séquencées et dramatisées, hein. La politique au départ, enfin les premières émissions politiques, c'est face à face. Hein. Donc autrement dit, l'intérêt pour la politique doit provenir certes d'un échange argumentatif, on est d'accord, mais aussi du spectacle. Hein. C'est bon, certains auteurs ont bien pu montrer que la politique est consubstantielle du spectacle, bien évidemment aussi, mais du spectacle télévisé. C'est-à-dire qu'il va se passer quelque chose, il va y avoir un affrontement. Il suffit d'avoir à l'esprit, même si parfois les débats peuvent être soporifiques, de la mise en scène du débat de l'entre-deux-tours de la présidentielle de manière générale. Bon, donc il y a une forme d'annonce d'un événement où il va se passer quelque chose. On annonce généralement d'ailleurs, quand c'est une émission politique où un invité principal va être en face
d'un invité opposant, on annonce à l'avance qu'elle va être l'opposant, pour justement préparer le match. Hein, cette dimension-là était présente. Mais je rappelle des choses qui sont des vieux souvenirs, mais je vous rappelle que dans les années 80, une émission que certains journalistes aujourd'hui célèbrent rétrospectivement comme étant un temps extraordinaire de la télévision française, comme l'heure de vérité, était une émission d'abord tout à fait séquencée, là aussi, avec la musique à l'entrée, etc. Bon, le livre d'or sur lequel les politiques devaient signer, enfin bon, voilà. Et déjà, un sondage, avec cette merveille technologique française qui était le Minitel à l'époque, un sondage où les minitélistes étaient censés réagir, sans insister évidemment sur tous les défauts statistiques, etc., de recueil des données, mais peu importe. Et à la fin, vous aviez un sondeur, Jérôme Jaffray, pour ne pas le nommer, qui arrivait et qui décernait les bons points et les mauvais points en notant en maître d'école la prestation du politique. Donc, ce phénomène-là, qui était un phénomène de mise en scène d'autres... Mais le suspense du résultat... A-t-il été bon ou n'a-t-il pas été bon? A-t-il convaincu ou n'a-t-il pas convaincu? Était tout à fait un des éléments de succès très fort de l'émission. Donc, autrement dit, l'idée qu'il y aurait un âge d'or où la politique aurait été sérieuse à la télévision dans les émissions politiques, c'est un leurre, c'est un mythe. C'est un mythe. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'évolution, bien évidemment. Hein, il y en a. Hein. Mais cette dimension de théâtralisation a toujours été présente. Et les émissions politiques nous semblent évoluer également du côté de la psychologisation, de la personnalisation, de façon très forte, parce qu'il y a des tendances lourdes qui conduisent à cela. Donc, autrement dit, qui ne sont pas réservées. D'abord, au passage, si ces tendances n'étaient réservées qu'aux émissions dites non sérieuses, elles n'auraient certainement pas pu prendre de l'importance. Si ces tendances, quand on parle de pipolisation, si la pipolisation a pu déborder, si la pipolisation était restée dans la presse people, elle n'aurait aucune importance sociale. C'est bien parce qu'elle a été reprise ailleurs qu'elle a pu avoir, évidemment, une importance, et notamment dans la presse et dans l'information dite sérieuse. Bon. La concision. Oui, bien sûr, la concision, c'est une très très forte contrainte, mais attention, ne soyons pas non plus trop naïfs, les politiques se préparent tout à fait à la concision. C'est-à-dire que, d'abord parce qu'ils font du média training. Bon, certains en font à très haute dose, etc. Hein. Certains en font très peu parce qu'ils s'estiment très bons à la télé et qu'ils estiment en avoir pas beaucoup besoin. Mais en tout cas, la plupart, pour ne pas dire tous, en font. Et donc, ils apprennent à faire une phrase très courte, à trouver une formule choc et à la répéter. Donc, je ne dis pas que c'est très très bon pour la qualité du débat et de la nuance, on est bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que les politiques, de ce point de vue, j'ai peut-être pas insisté là-dessus, ne sont pas victimes. Longtemps, on nous a expliqué que ces émissions-là étaient très démocratiques parce qu'elles allaient désacraliser la majesté du politique, allaient se montrer animée. Tout ça, c'est de la blague. Les politiques sont tout à fait préparés. Ils répètent, avant de passer chez Ruquier, certains répètent avec des faux intervieweurs les types de questions qui pourraient tout à fait être posées. Et on se trompe rarement, hein, parce que bien évidemment, c'est des questions dans l'actualité, c'est des questions sur la biographie, etc. Généralement, c'est tout à fait prévisible de ce point de vue-là. Donc, cette dimension qui serait, on va dire, impertinente ou déstabilisante, d'ailleurs au passage, c'est aussi une des limites des faux questionnements à la Carl Zero déstabilisants. C'est qu'au bout d'un moment, ça déstabilise plus personne. Et tout le monde s'en rend compte, y compris bien évidemment les téléspectateurs. Donc il y a un effet aussi de lassitude de ce type de logique. Alors jusqu'où peuvent aller les politiques? Je pense pas trop loin. Parce que justement, bon, vous donnez Danse avec les stars, etc. Mais ce type d'émissions-là, on avait envisagé dans les années 2000 des émissions de télé-réalité avec des politiques. Et sans rappeler un souvenir, c'était Raffarin qui était Premier ministre, et celui qui avait accepté, je ne veux pas être cruel, celui qui avait accepté d'y passer, c'était Jean-François Copé. Et Raffarin avait refusé. Donc autrement dit, bien évidemment, on peut imaginer tout un tas de logiques de ce type, mais enfin, moi je reprendrai l'analyse, la présentation de tout à l'heure, c'est-à-dire que, à part des seconds, des troisièmes couteaux, des gens qui sont avides de médiatisation, l'intérêt à passer dans ce type d'émission est extrêmement faible. Vous ne serez pas mis en avant puisque vous serez un personnage parmi d'autres, vous ne pourrez pas parler de politique et même pas parler de vous-même. Donc autrement dit, il ne faut quand même pas croire que les politiques passent uniquement à la télévision pour se montrer. Ils pensent avoir un intérêt professionnel, c'est-à-dire une retombée politique quelconque. S'il n'y en a aucune, vous avez quelques personnes attirées par
les Sunlight, etc., qui iront, mais ça va très très vite s'arrêter. Donc c'est ce qui fait d'ailleurs au passage que il y a eu quelques tentatives, mais en tout cas en France, hein, c'est pas forcément vrai partout. En France, elles n'ont pas abouti, quoi. Vous ne pensez pas que Giscard d'Estaing était un des grands précurseurs de la politique spectacle avec son accordéon? Et je ne pense pas qu'il y avait de l'innocence là-dedans. Bonsoir. Donc, ouais, je pense que vous avez commencé à en parler, mais je voulais savoir en fait l'importance des sondages dans les talk shows et l'utilisation par les animateurs producteurs justement de cet outil-là pour le débat, pour l'audience, et aussi du point de vue des politiques, l'intérêt qu'ils avaient à venir dans des émissions avec des sondages pour en parler. Je sais que Bill Clinton avait fait évoluer un peu sa campagne présidentielle en fonction des sondages. Donc je voulais voir des deux côtés l'importance. Moi, j'ai une question aussi, j'en profite du trou. Moi, quid de ce type d'émission, donc de divertissement, entre guillemets, dans la normalisation de la représentation du Front National, hein, depuis quelques années. Enfin, on sait et là, j'anticipe sur un dossier sur lequel va écrire Acrimed pour son prochain numéro de Média Critique. J'en profite pour vous dire qu'il est en vente. Enfin, les anciens numéros sont en vente à l'entrée. Et dernière question, est-ce qu'on observe aussi le fait que dans le couple que forment les animateurs, chroniqueurs et les hommes politiques, il y a eu des exemples d'inversion, c'est-à-dire on a des hommes et des femmes politiques qui sont devenus chroniqueuses ou chroniqueurs d'émissions de télévision. Pour revenir à ma question sur la conclusion de votre livre, le dernier chapitre dans la conclusion s'appelle « Faut-il éteindre la télévision ?» Pour moi, c'est un titre un peu curieux parce qu'on peut bien l'éteindre, pour certains d'entre vous, même pas dans les réseaux du tout, mais ça existe toujours. Et puis vous tombez sur la chute à la fin, vous écrivez « Au terme de l'analyse, il est alors permis d'éteindre avec un peu plus de sérénité la télévision. » Ça m'a intrigué comme conclusion, je ne sais pas ce que ça voulait dire. Alors, d'abord, sur Giscard, je suis tout à fait d'accord. Hein. Bon, il y a évidemment un contexte politique. Il fallait, après la période gaullienne et pompidolienne, mettre en scène la fameuse décrispation, une France et puis une autre façon de présider, etc. Donc, de ce point de vue-là, moi je trouve, le parallèle je trouve n'a pas beaucoup été fait, mais il y a beaucoup de points communs entre le Sarkozy 2007 et le Giscard 74, c'est-à-dire jouer à la modernité, le dépassement des frontières, l'ouverture, etc. La multiplication des images, c'est-à-dire Giscard dans Paris Match, avec ses filles, faisant du ski, les éboueurs à l'Élysée, enfin il y a énormément de choses de ce type-là. C'est-à-dire que Giscard est quelqu'un qui a beaucoup investi là-dessus, et qui, on le sait, l'interdiction du film de Depardon, etc., a beaucoup joué sur la maîtrise de son image. C'est quelque chose qui est très important pour lui, donc je suis complètement d'accord avec vous. Pour les sondages sont très importants, là comme ailleurs. Les sondages sont très importants puisque les codes de popularité, c'était une véritable drogue et obsession. Donc effectivement, alors, il faut bien comprendre que ces émissions sont également à l'affût de personnages émergents. Il ne s'agit pas de rater quelqu'un qui peut devenir important. Et comme ils ont quand même moins de contraintes que les émissions politiques classiques, quelqu'un qui, par exemple, commence à faire parler de lui, commence à avoir un peu de notoriété, commence à avoir une cote de popularité dans les sondages, est quelqu'un qu'il faut avoir. Et donc, de ce point de vue-là, bien évidemment, leur vision, si vous voulez, est une vision médiatique de la politique. D'ailleurs, il faut voir comment ils travaillent.
il y a un effet, bon, quand Patrick Champagne parlait de circulation circulaire de l'information, ça marche très très bien, c'est-à-dire qu'il travaille à partir de revues de presse. Si on regarde comment travaillent les gens pour Laurent Ruquier ou pour Thierry Ardisson, qui est toujours très, très informé biographiquement, d'ailleurs y compris pour les invités du spectacle, pour ses invités, etc., vous avez à la fois des coups de fil parfois passés aux membres de l'entourage, etc., mais vous avez aussi une manière de dépouiller de façon systématique les revues de presse. Donc autrement dit, vous avez le fait que des gens des médias lisent et travaillent avec d'autres gens de médias. Cette logique-là, il suffit de regarder aussi dans les plateaux le nombre d'animateurs qui invitent des animateurs. Hein, c'est un univers, enfin, je ne dis pas c'est un univers clos, mais en tout cas assez largement clos. Donc de ce point de vue-là, bien évidemment, les sondages, ça fait partie totalement de l'univers aujourd'hui. C'est quelque chose qui leur paraît complètement évident, quoi. Et donc pour lequel émettre une critique à cet égard apparaît comme étant complètement impensable. Le Front National, c'est intéressant et leurs réponses sont très différentes. Longtemps, le point de vue était ne pas inviter le Front National. Alors que justement, cela pouvait paraître étonnant parce que les nouvelles forces politiques ou des forces politiques alternatives sont très souvent très très bien vues dans ce type d'émission. Quand les écologistes sont apparus à certains moments, etc., quand Besancenot était donné très haut dans les sondages, etc., c'était des invités récurrents de ce type d'émission. Le Front National, longtemps, la consigne a été de ne pas faire de publicité au Front National. Il y en a deux qui sont fortement sur cette ligne-là, c'est Drucker et Ruquier. Et d'ailleurs, Ruquier a eu un procès avec Marine Le Pen, etc. Et Ruquier a été obligé de l'inviter pendant la campagne électorale. Donc là, on voit qu'il n'y a pas de docteur. Et d'ailleurs, Ruquier précise tout le temps qu'il refuse de l'inviter hors campagne. Et donc, il est y compris plus ou moins embêté par la chaîne, etc. C'est pas du tout le cas d'Ardisson. Ardisson invite très régulièrement différents représentants du Front National. Et manifestement, ils sont dans le jeu maintenant. Il y a une évolution de la part de certains animateurs-producteurs pour lesquels le Front National, on en discute, on plaisante même avec. Évidemment, on balance une petite vanne au passage, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est tout à fait un traitement ordinaire. Et donc, autrement dit, il y a un clivage, ils ne sont pas d'accord entre eux. Il n'y a pas un usage, un traitement univoque, quoi. Voilà. Ce qui montre bien qu'évidemment, c'est un problème et que la question lancinante, hein, qui existe depuis 1984, hein, comment doit-on traiter le Front National dans les médias, n'est pas résolue de ce côté-là. En tout cas, il n'y a pas une ligne claire. Votre exemple, je pense que vous pensiez à Roselyne Bachelot, évidemment, le passage d'une politique à... Mais ce qui est intéressant dans le cas de Roselyne Bachelot, sur lequel d'ailleurs mon co-auteur Pierre Leroux a beaucoup travaillé et publié, c'est un cas assez intéressant parce que c'est quelqu'un qui a bénéficié d'une stature nationale grâce à sa médiatisation et à ses prises de position pour le Pax, puisque à l'époque c'était la seule on n'était pas leader, député de droite à se prononcer pour, et donc ça lui a valu un traitement médiatique incroyablement important et favorable. Et donc c'est comme ça que Chirac en fait une de ses porte-paroles de campagne en 2002. Donc là on voit bien qu'il y a un impact très très fort. Bachelot a refusé systématiquement d'aller dans ces émissions qui l'ont beaucoup promue pendant qu'elle était ministre. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'un politique en situation peut aussi jouer après, évidemment, de ces canaux de médiatisation. Quelqu'un qui est ministre sait très bien qu'on ne lui refusera pas une interview. Donc autrement dit, et que ce n'est pas forcément intéressant pour elle, à ce moment-là, parce qu'évidemment, il faut qu'elle vende une politique publique, la santé, etc., d'aller dans ce type d'émission. Donc autrement dit, on voit bien qu'il y a une dimension aussi stratégique, entre guillemets, de la part des politiques, hein, qui ne sont pas non plus les victimes, bien évidemment, de la médiatisation. Hein. Ils réfléchissent tout à fait à cette question-là, et ils ont des gens pour le faire. Et évidemment, elle a basculé de l'autre côté, mais c'était déjà un univers, on va dire, pour lequel elle avait une forme de tropisme. Mais au-delà de ce cas-là, je pense que ça révèle quand même que ces univers-là se rapprochent. Et que, bien évidemment, c'est tangible, quoi. Alors, éteindre la télévision, bon, ça se voulait simplement une petite plaisanterie, c'est-à-dire que c'était une façon de dédramatiser un peu la question des effets, des sempiternels effets de la télévision, et notamment des effets massifs que la télévision est censée exercer sur la population. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de thèses, mais ça, j'en ai pas parlé, simplement de façon allusive, qui nous ont beaucoup énervés avant d'écrire ce livre, de chercheurs, etc.,
qui, avec des matériaux quand même pas très riches, ont des conclusions extrêmement définitives. Et donc, ce qu'on veut dire par le fait d'éteindre la télévision, c'était qu'il fallait bien aussi avoir à l'esprit qu'aujourd'hui, la télévision, certes, est un média dominant, important, etc., mais n'est qu'un média parmi d'autres. Et que si on prend les jeunes générations, par exemple, l'information ne passe pas principalement par la télévision. Donc, autrement dit, ne pas trop imputer d'effet à cela. Et d'ailleurs, une des remarques que l'on a, c'est aussi les politiques qui parfois, certes, se professionnalisent, mais parfois se dupent, sont eux-mêmes dupes de l'importance de ce type d'émission. C'est-à-dire que, par exemple, quelque chose qui est tout à fait récurrent dans les propos des politiques, c'est « nous allons », alors encore une fois, ça peut être simplement un discours de circonstance, hein, mais « nous allons » dans ces émissions pour parler aux jeunes. Eh bien, c'est raté. Parce que si on regarde les quelques éléments d'audience que l'on a, les jeunes sont assez peu présents dans ce type d'émission, et dans ce type d'émission, ils parlent assez bien au CSP+, qu'ils rencontrent par ailleurs, quoi. Hein, donc, de ce point de vue-là, voilà. Mais en tout cas, c'est un leitmotiv de justification de la présence, quoi. Bonjour, alors je vais rebondir sur votre dernière remarque. Les jeunes, moi, que je connais, qui regardent par exemple les émissions politiques sur le service public, par exemple Les Paroles des Actes ou Mots croisés sur France 2 ou C'est politique sur France 5, où en fait on parle de quoi? De com politique, de pipolisation, de politique politicienne. En fait, le seul intérêt que ça a pour les jeunes de regarder ça, c'est de démonter sur Twitter, en mettant justement tous les éléments programmatiques qui sont complètement ignorés. Donc la question est, est-ce qu'il existe certaines émissions politiques? Hein? On y vient. Bonjour. Il y a quelques années, Archimède a sorti un bouquin qui s'appelait, si je me souviens bien, Tous les médias sont-ils de droite? On rentre sur cette table. Est-ce que vous avez étudié un peu cet aspect-là de la droitisation, l'éventuelle droitisation des émissions politiques, ou enfin même pas politiques, et son effet sur la droitisation du discours politique depuis des années? Oui, je voudrais revenir sur l'allusion que vous avez faite. Vous avez évoqué votre Mélenchon, ce rapport aux médias. Et juste dire comme un petit élément qu'Acrimed, on a eu l'occasion pour la télévision du Venezuela, au moment où il terminait sa carrière au Sénat et quittait le PS, donc une position un peu assez notabilisée de la politique à l'époque, de Mélenchon. Il a été secrétaire d'État ou ministre de Mitterrand, dont il vantait beaucoup les mérites, même encore. Il nous avait avoué très simplement qu'il ne connaissait pas grand-chose aux médias, aux camarades qui étaient, on était 2 ou 3 au Sénat en train de filmer, de l'enregistrer. Et d'ailleurs, on a vu très bien, on a parlé avec lui bien sûr, on a vu très bien que dans le programme qu'il allait développer, il utilisait énormément de sources, et très bien d'ailleurs, c'est un bon travail, il utilisait beaucoup de sources et beaucoup d'analyses d'Acrimed, c'était à cette époque. Apparemment, il a appris beaucoup, il a été confronté aux médias. Qu'est-ce qu'il vous en a dit si vous l'avez interviewé? Comment il analyse un peu cette posture, je dirais, néo-jaurétienne du grand discours? Voilà, j'aimerais être éclairé là-dessus, ça m'intéresserait. Alors, pour les émissions politiques et les jeunes regardant les émissions politiques, c'est tout à fait juste de dire que ces émissions politiques évoluent aussi avec ce qu'est la vie politique. C'est-à-dire que les jeux l'emportent très largement sur les enjeux. Donc, étant donné que je dis des banalités, mais c'est la transformation de la vie politique qui veut cela. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les journalistes, notamment politiques, bien évidemment, sont ceux qui ont les yeux rivés sur les codes de popularité, sur les rivalités internes entre protagonistes, évidemment, les interviews vont porter là-dessus. Hein. Ils portent sur ce qu'ils connaissent, ils ne vont pas porter sur les politiques publiques. Ils ne les maîtrisent pas. Hein. Vous savez bien que la division du travail journalistique fait que il vaudrait mieux être interrogé sur un spécialiste de la santé, un journaliste qui travaille de la santé, si vous voulez suivre les questions de santé. Alors qu'en réalité, bien évidemment, le journaliste politique, lui,
va s'intéresser sur l'effet partisan que va produire la réforme. C'est-à-dire que pourquoi vous faites ça pour vous démarquer de machin, pour marquer des points, etc. Le questionnement va porter que là-dessus, si vous voulez. Donc, de ce point de vue-là, d'ailleurs, les émissions de divertissement, comme elles incluent de plus en plus de journalistes politiques, n'échappent pas non plus maintenant à cette règle-là. Et c'est un élément de normalisation, finalement. C'est un élément comment dire, d'inclusion de ce qu'est la logique journalistique dans ce type d'émission, de ce point de vue-là. Et c'est en ce sens où, finalement, les genres sont de plus en plus ressemblants, à mon sens. Alors, tous les médias sont-ils de droite? Alors, ce qui est intéressant dans ce type... dans ce type d'émission, c'est qu'on retrouve une des logiques, là encore journalistiques, qui est la logique de l'équilibre entre invités. Bon, maintenant, ils sont obligés en période électorale, mais même hors période électorale, ils essayent scrupuleusement de faire en sorte que les invités des différents camps politiques soient répartis équitablement. Ce qui veut dire qu'au passage, ils ont intériorisé l'idée de l'objectivité journalistique à la manière des journalistes. Encore un indice d'une logique qui tend de plus en plus à devenir une logique journalistique. Bon. Dans les questionnements, je dirais que cela peut tenir davantage aux personnalités et à l'importance des personnalités. Bon, on peut parler du cas Zemmour si vous voulez. Hein. Ça tient davantage, à mon avis, qu'à une volonté de la part des programmateurs. C'est-à-dire que si on regarde l'émission justement de autrefois d'Ardisson, maintenant de Ruquier, la logique a longtemps prévalu et prévaut toujours de faire en sorte qu'il y ait un chroniqueur de gauche, un chroniqueur de droite. Enfin, de gauche, de droite, vous avez compris. En tout cas, étiqueté comme tel. Hein. Chacun, voilà. Cette dimension-là est une dimension qui, encore une fois, est assez classique dans le débat politique. Maintenant, effectivement, ceux qui peuvent davantage tirer leur épingle du jeu sont ceux qui vont faire des clashs dans ce type d'émission. Vous savez qu'il y a des... Bon, il faut bien aussi comprendre ça, c'est-à-dire que, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, certaines émissions durent 2h30, 3h, tout le monde ne les regarde pas pendant 2h30, 3h. Et une partie des gens regardent les extraits, les bons extraits sur Internet. Et de ce point de vue-là, quelqu'un comme Zemmour a réussi à avoir une notoriété très importante lorsqu'il était chroniqueur chez Ruquier, parce que justement, il était à l'origine de beaucoup de clashs, avec des invités du spectacle, mais ça c'était aussi le cas d'Éric Nolot, mais aussi avec des invités politiques. Et donc là, ça permet évidemment d'atteindre une forme de notoriété, de visibilité importante. Ceci dit, est-ce que... Donc, il faut que la personne soit clivante. Bon, effectivement, aujourd'hui, il y a plus de chroniques. Enfin, il n'y en a pas tant que ça d'ailleurs. Hein. Je ne suis pas sûr que Polanyi soit, de ce point de vue-là, ait le même impact, etc. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un chroniqueur clivant à gauche bon, il n'y en a pas pour l'instant, mais je ne vois pas les raisons pour lesquelles il ne pourrait pas y en avoir, de ce point de vue-là. En tout cas, ce type d'émission serait certainement cliente de ce type de personnage. Et justement, ça me permet de faire un lien avec Mélenchon, parce que, bon, on sait bien que dans sa... Alors, on n'a pas interviewé Mélenchon. Hein. Mélenchon, ce que je disais, c'était vraiment un recueil d'entretiens, d'interviews qu'il a données, etc. Mais, justement... Bon, Mélenchon a joué, alors après, est-ce que ça lui a réussi ou pas, etc. C'est très compliqué à analyser ce genre de choses. Mais en tout cas, un rapport davantage frontal avec les médias, ne jouant pas, entre guillemets, la connivence, etc. Bon. De ce point de vue-là, assimilant les médias, entre guillemets, aux élites, quoi. Bon. Et donc, autrement dit, à la collusion aussi avec le pouvoir économique, etc. Bon. Mélenchon a été très vite considéré comme un très bon client des médias. En tout cas, si on prend ces émissions-là, Mélenchon a été, d'ailleurs c'est pour ça d'ailleurs qu'il les aime bien, Mélenchon a été un invité incroyablement récurrent. Et de ce point de vue-là, le fait d'être maltraité dans certaines émissions, où évidemment l'ironie était de mise, etc., ça ne lui... Enfin, lui, c'est intéressant, parce que lui, qui était... qui peut être tout à fait oppositionnel face à des journalistes politiques tout à fait classiques, là, jouait totalement le jeu. C'est-à-dire accepter la plaisanterie, accepter qu'on se foute de lui, évidemment, répondait, quoi. De ce point de vue-là, je pense qu'il a... Enfin, vous dites qu'il disait ne rien connaître, je pense qu'il a très vite appris. Et
Et je pense que surtout qu'il a tout à fait compris que c'était un espace qui lui était laissé. Vous savez que Mélenchon a accepté de poser dans la presse People, par exemple. Hein. Il justifie ça, hein, en disant moi je saisis tous les espaces qui me sont donnés. Hein. Voilà. Donc autrement dit, c'est pensé comme étant un acte politique. Voilà. Donc après, la stratégie est-elle bonne, pas bonne, ça va être difficile à évaluer. Mais en tout cas, à évaluer. Mais c'est en tout cas tout à fait assumé. Et c'est intéressant parce que c'est justement un cas atypique de ce point de vue. Oui, sur le cas de Mélenchon, puisque je vois que ça t'intéresse beaucoup. Non, juste pour signaler que justement Jean-Luc Mélenchon avait accordé une très longue interview justement à un magazine qui s'appelle Charles, je crois que c'est au mois d'avril de l'année dernière, et donc où il répondait exactement et très très précisément sur la question de sa médiatisation. Et donc vous y trouverez évidemment les réponses telles que Philippe en a rendu compte, mais de façon beaucoup plus détaillée. Et surtout, on s'aperçoit qu'évidemment, les réponses de Mélenchon, dans ce cadre-là, sont les réponses de Mélenchon, et non pas celles d'une stratégie d'une force politique ou d'un parti. Hein. Il n'exprime pas une vision collective, il n'exprime pas la position du parti de gauche dans cette interview, mais bien ce qui est la sienne. Et à mon avis, c'est ça qui est intéressant. Oui, moi je voulais vous demander à quel point vous pensez que ce qu'on appellerait le conflit de classe, ou peut-être, je sais pas, l'habitus qui est pris par des gens qui sont des patrons ou travaillent pour des très grands patrons, interfère sur le fait que finalement il y aurait un non-dit qui est qu'on ne parlerait pas de politique aux heures de grandes actualités, sur les grands médias, etc. Et qu'en fait le politique serait restreint à soit donc très tard le soir, très tôt le matin pour les choses intéressantes, soit finalement à Ukraine, les guerres, etc. En réaction à ta question, on nous a dit et répété que tout était politique. Alors, pourquoi pas faire le clown, manger l'amuseur public? Tout, c'est de la politique. Une dernière question, que pensez-vous des hommes politiques qui sont invités dans certaines émissions et qui se posent en victime du système, comme François Bayrou, qui dit ah, vous les journalistes, vous me posez des questions, mais je sais très bien qu'en fait, etc., vous n'adhérez pas à mes propos, etc. Comme François Bayrou, comme Mélenchon, comme M. Dupont-Aignan, par exemple, vous parliez du Grand Journal, qui est venu, pour reprendre votre propos, un gros clash avec Denisot, vous lui demandez son salaire, combien vous gagnez, moi je ne suis pas comme vous, je ne suis pas dans le système, c'est honteux, vous ne le direz pas combien vous gagnez, parce que c'est honteux. Que pensez-vous de ce genre de politique qui essaye de créer le buzz? Encore un mot à la mode. D'accord. Alors, leur habitus de patron, c'est quelque chose d'important, effectivement, parce que même si, bien évidemment, il y a une division du travail, leur rémunération, leur niveau de vie, quelque chose qui est rappelé. Bon. Il y a une émission sur laquelle, d'ailleurs, on a consacré un papier, bon, sur lequel je ne vais pas insister parce qu'elle n'existe plus, mais qui passait sur Paris Première, qui était tout à fait savoureuse, qui s'appelait 93 Faubourg Saint-Honoré, qu'avait inauguré Thierry Ardisson, où il invitait chez lui, puisque c'est son adresse. Il n'y avait pas de caméraman, puisque les caméras étaient des caméras installées au sol, etc., pour dîner. Un certain nombre de gens, et c'était donc des plateaux qui variaient thématiques. Donc, et c'était tout à fait intéressant parce qu'il y avait alors là pour le coup je renvoie à un livre important mais ancien, il y avait un livre qui avait été écrit à la fin des années 80 par deux sociologues, Dominique Pasquier et Sabine Chalvon de Mercé, qui s'intitulait La drôle de star, la télévision des animateurs. Et elle travaillait sur les animateurs de l'ancienne génération, notamment de variété, etc. Et elle rappelait que la manière de se célébrer pour ces gens, c'était l'incarnation de l'homme moyen. Autrement dit, être comme tout le monde. Et
Ce qui était intéressant avec cette émission, c'était que l'animateur, en l'occurrence Thierry Ardisson, mais peu importe, l'animateur pouvait mettre en scène sa réussite sociale. Et à quel point, désormais, il était familier des grands, des gens importants. Et donc ça, c'est un élément important, qu'on retrouve d'ailleurs dans pas mal d'entretiens. C'est-à-dire qu'ils parlent de leurs impôts, de leur niveau d'impôt, comme Ruquier a longtemps dit qu'il trouvait qu'il n'en payait pas assez. Leur positionnement politique et quand ils en ont, est rappelé, de manière générale, et bien évidemment, ils défendent le monde de l'entreprise au nom de la création. C'est quelque chose qui est totalement récurrent dans les entreprises. Bien évidemment, ils se vivent comme tels, c'est tout à fait important. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, par leur niveau de vie, font partie des revenus et des fortunes les plus importantes. Bon. Donc de ce point de vue-là, évidemment, ils ont des intérêts à défendre. Pour la question des politiques victimes du système, moi ce que je dirais, c'est que la critique des médias est devenue aujourd'hui quelque chose de tellement intériorisé, aussi bien au sein de l'univers des médias que des politiques eux-mêmes, que critiquer les médias de façon, on va dire, purement superficielle. Oui, enfin, électoraliste, ou en tout cas en faire un argument de campagne de promotion personnelle, est porteur. Peut-être tout à fait porteur. En tout cas, c'est vécu comme tel. Et dans le cas de Bayrou, c'est assez intéressant, parce que c'était quand même, par son positionnement politique, quelqu'un au centre, etc., qui, a priori, ne devait pas connaître une forme de mauvais traitement de la part des médias. Et pourtant, c'est un élément dont il a joué, dont il a beaucoup joué. Après, est-ce que ça a été un élément de succès, etc., on n'en sait rien. Mais en tout cas, c'est une thématique qui apparaît aujourd'hui comme étant gagnante. En tout cas, cela vaut la peine de la jouer. Quant à Dupont-Aignan, là encore, je ne vais pas revenir sur l'entretien que j'avais pu faire avec Dupont-Aignan, mais il m'avait très bien expliqué. Bon, j'avais expliqué le cas de Ruquier tout à l'heure où il avait du temps pour parler. Bon, moi, je lui posais des questions faussement naïves en lui demandant mais pourquoi vous allez au petit journal, au grand journal, dans des émissions, enfin, la séquence avec Mouloud, etc. Enfin, émission où en fait, on l'invite pour se foutre de lui, quoi. La seule raison de l'invitation, c'est pour se foutre de sa gueule. Bon, pourquoi vous y allez? Et la réponse est très simple. La réponse qu'il me fait de dire, bon, d'abord, les téléspectateurs voient très bien le truc, enfin, ils voient très bien que c'est monté. Donc, autrement dit, ils voient très bien que, en fait, c'est un dispositif qui est fait pour piéger. Donc, en fait, je passe pas tant que ça pour un imbécile. Et deuxièmement, j'existe. Je suis dans le jeu. Autrement dit, cela apparaît comme étant une nécessité. Et le clash avec Denisot, je pense, enfin j'en sais rien évidemment, mais je pense que c'est quelque chose de tout à fait préparé et mûri. C'est-à-dire que il connaît les contraintes de ce type d'émission, il sait très bien qu'il n'en restera rien, ce qui peut éventuellement rester, comme de toute façon c'est une chaîne qui le déteste, et qui bien évidemment le prend régulièrement comme pour cible. Ce qu'il peut faire éventuellement, c'est d'abord d'une part, c'est dire ce qu'il pense. On ne peut jamais exclure que les gens soient sincères. Donc autrement dit, dire ce qu'il a sur le cœur. Je pense qu'effectivement, il ne porte pas Michel Denisot et qu'elle a le plus dans son cœur. Et deuxièmement, escompter que ça fera quelque chose. Et la preuve, ça a fait quelque chose. Enfin, cette scène est repassée en boucle, a été très commentée, etc., etc. Donc autrement dit, de ce point de vue-là, il a réussi parfaitement son coup, quoi. Mais il sait qu'il ne sera jamais réinvité dans cette émission. Il sera réinvité dans cette émission. Encore Denisot, non, vous l'avez dit, Denisot. Et c'est plus lui. Oui, vous savez, on dit des choses, et puis après... Donc finalement, l'émission se serre la main. Ah, je suis pas sûr qu'il se serre la main, là. Je suis pas sûr qu'il se serre la main, parce que je suis pas sûr que Denisot... Enfin, là, en plus, je pense qu'il a mis le doigt où ça fait mal. Là. Je veux dire, là, pour le coup, il a été... Enfin, encore une fois, vous avez compris, je suis pas là pour décerner les bons points, mais en tant que téléspectateur, je trouve qu'il a été très bon. Parce que s'il y a vraiment une chose dont on ne peut pas parler, et ça rebondit sur la question des patrons, ce que disait bien, si vous voulez... je crois que j'ai enlevé le micro. C'est pas grave. Ce que disait bien dans le livre que je citais de Dominique Pasquier et Michel Renversé, c'est qu'en fait, à l'époque des noms qui donc renvoient à la vieille époque, les Jacques Martin, les Guy Lux, etc., étaient des gens qui devaient taire. Vous imaginez bien que leur revenu n'était pas le revenu médian. Mais ils devaient taire leur réussite.
et affecter une modestie qui d'ailleurs parfois est irréelle par leur origine sociale, etc., etc. Donc, mettre en avant cela. Aujourd'hui, d'une part, c'est plus nécessaire, ils vont mettre plus en avant leur réussite, mais il y a quand même une question de proportion, si vous voulez. Donc dire que l'on gagne plusieurs centaines de milliers d'euros par mois, c'est pas forcément évident. Donc, ce point de vue-là, Dupont-Aignan a très très bien joué. C'est-à-dire que vous qui me reprochez, etc., qui reprochez les choses aux politiques, l'élite c'est vous. De ce point de vue-là. Voilà, donc le coup était bien joué. Voilà, évidemment que les autres ne répondent pas, on comprend bien pourquoi ils ne répondent pas. Parce que il suffit d'entendre Saint-Émile pour ses mémoires, il répond généralement à rien. Hein, donc c'est normal qu'ils ne répondent pas ça non plus. On va prendre les dernières questions, s'il y en a, hein, que le temps passe. Pas de dernière question. Une question qui me vient à l'esprit suite à ce que vous avez dit, c'est que je pense qu'un élément de danger pour le système, pour la télé, peut être le fait de savoir si une émission est en direct ou si elle est enregistrée. Il y a le fameux incident, il y a je ne sais pas combien d'années, de Maurice Travers, de l'ascenseur bonsoir, ce qui ne pouvait pas arriver dans une émission enregistrée, enfin si l'émission est censurée en tout cas. Donc combien de ces émissions sont enregistrées et combien passent réellement en direct? C'est une excellente question et j'aurais dû en parler avant. C'est très très important. D'abord, il y en a très très peu en direct. Il y a évidemment celle dont on vient de parler à l'instant, le Grand Journal, parce que c'est une quotidienne, parce que il s'agit de rebondir sur l'actualité, d'avoir l'invité du jour. Mais je dirais, l'émission est tellement séquencée. En exagérant un peu, c'est une émission que l'on pourrait conduire avec un mannequin à la place d'un invité. On ne s'en rendrait pas compte. Toutes les minutes 30, vous passez d'une séquence à l'autre. Autrement dit, le rythme de l'émission est tellement rapide qu'à la limite, il peut rien arriver. On voit mal comment le politique pourrait sortir de son rôle, faire un clash, etc. Voilà, il va faire au pire une attaque, il va y avoir un rire, on passe à autre chose. Bon. Pour le reste, la plupart des autres émissions, notamment les longues, sont systématiquement enregistrées. Quelqu'un comme Ardisson théorise très très bien ça. Hein. Lui dit que pour lui c'est insupportable de faire une émission en direct. Alors, il explique pour des raisons mais je pense qu'il est sincère, pour des raisons de rythme. Ces émissions de plateau sont quand même des émissions, il y a forcément des longueurs. Et soit vous êtes dans une logique qui est celle du Grand Journal, c'est-à-dire le séquençage de l'émission fait que vous ne pouvez rien dire. Et là, donc, la parole, on l'a comptabilisé dans cette émission. Hein. Bout à bout, l'invité qui est resté 1 heure parlait 5 minutes. Et 5 minutes, c'est beaucoup, c'est énorme. Hein. Mais 5 minutes en 6-7 fois, bien évidemment. Bon. Soit vous avez du temps, mais la contrepartie du temps, c'est qu'évidemment, il y a une compte. C'est-à-dire que, par exemple, l'invité politique chez Ruquier va parler 1h30. Mais évidemment, il va y avoir 50 minutes. Alors après, il y a un jeu sur les comptes. Hein. Bien évidemment, vous doutez bien qu'il y a un accord pour dire, je ne sais pas, tel passage on le garde, etc. Il y a une logique de transaction, bien évidemment. Et voilà, bon. Donc, c'est pas du tout un mécanisme de censure. En tout cas, c'est pas du tout pensé comme tel. C'est un mécanisme qui, au contraire, parce que même, je dirais, s'il y a un clash pendant l'émission, c'est sûr qu'il sera gardé. Hein, parce qu'au contraire, c'est ce qui va paraître intéressant. Mais, en revanche, effectivement, on va éviter, et d'ailleurs c'est vrai pas que pour la politique, c'est vrai pour des gens du spectacle en promotion. Il va y avoir vraiment des coupes. Parce que de toute façon, et d'ailleurs ces émissions ne sont jamais faites une traite. Hein. C'est-à-dire que vous avez des arrêts systématiquement, parce que tout simplement c'est très long, il fait très chaud, enfin bon, c'est un plateau de télé quoi. Donc il y a des coupes régulières, il y a des arrêts compris pendant l'enregistrement, etc. Et le fait évidemment que l'émission soit, d'ailleurs nous on l'a constaté en tant que public quand on a assisté à quelques-unes de ces émissions, le fait que ce soit monté, ça accélère incroyablement le rythme de l'émission. Quand vous la voyez en tant que téléspectateur, elle n'a pas grand-chose à voir avec en fait l'émission qui a été enregistrée. Mais là on voit bien, c'est bien une logique de la télévision, c'est que la télévision a toujours peur que le téléspectateur s'ennuie, que le téléspectateur zappe, que le téléspectateur éteigne. Donc il faut vraiment faire en sorte qu'il reste, quoi. Et effectivement,
l'enregistrement et le montage, c'est la clé, évidemment, de ce type d'émission. Je vous avais tout à fait raison.